Le vendredi 28 septembre 2018, sur l'île des Célèbes en Indonésie, un fort séisme suivi d'un tsunami fulgurant dévaste une partie de la baie où se trouve la ville de Palu. En quelques minutes, 4000 personnes perdent la vie et 79 000 autres doivent être évacuées. Comment un tel drame a-t-il pu se produire, 15 ans après le tsunami qui avait déjà dévasté l'Indonésie? Deux spécialistes des tsunamis, le professeur Kostas Sinolakis de l'Université de Californie du Sud et le professeur Herman Fritz de l'Institut de technologie de la Géorgie, sont dépêchés sur place par l'UNESCO et les autorités indonésiennes pour enquêter sur les causes de la tragédie. C'est impressionnant de voir une telle dévastation. Nous sommes 3 semaines après les événements. Ici, nous pouvons comprendre pourquoi il est important de venir le plus vite possible, au moins quand l'urgence est terminée. Les bulldozers sont déjà à l'œuvre et beaucoup de preuves ont été perdues. C'est dans ces champs de ruines que les chercheurs vont devoir prospecter pour retrouver les traces laissées par la vague. Le temps presse. Les travaux de remblai ont déjà effacé de nombreux indices et la mousson ne va pas tarder à lessiver tout le paysage. Être un spécialiste des tsunamis, c'est un peu comme être un détective sur une scène de crime. Il y a eu plusieurs meurtres. Donc, vous devez reconstituer, comme dans un puzzle, le fil des événements. Le tsunami a-t-il d'abord frappé et causé l'effondrement des maisons, ou se sont-elles écroulées suite au tremblement de terre et le tsunami a fini par tout détruire? Que faisaient les gens? Pourquoi certains sont morts et d'autres non? Les deux enquêteurs veulent comprendre comment s'est déroulée la catastrophe. Leur objectif, remonter à la cause première du tsunami, l'événement qui a déclenché la vague. Dans la petite ville de pêcheurs de Wani, Kostas Sinolakis part d'abord à la rencontre des survivants. Abdoulatif est un miraculé. Lorsque la vague a surgi, il était sur son bateau à 100 mètres du rivage. Hé, monsieur, descendez du bateau, descendez. Au moment de la première vague, quand il y a eu le gros tremblement, je suis sorti sur le pont du bateau. Vous avez senti les secousses sur le bateau? Oui, ça a tremblé sur le bateau parce que l'eau avait baissé et le bateau était échoué. Que faisait-il à ce moment-là? Il est resté sur le bateau? Vous êtes resté sur le bateau? Devant, là-bas, je me tenais au mât. Ah, d'accord. Et puis j'ai vu la vague éclater au loin. Ça a été très rapide. En un rien de temps, elle était à côté du bateau. Elle nous a poussés. Quelle était sa hauteur environ? J'ai eu le temps de voir ma maison. Son sommet était presque à la même hauteur que ce bateau. Où est votre maison? Là-bas. La vague faisait environ 5 à 6 mètres de haut, la hauteur de ma maison. Pour Kostas Sinolakis, ce tsunami est une énigme. Comment une vague de 5 mètres de haut a-t-elle pu déferler ici, alors que les baies sont réputées pour être protégées des tsunamis? « 20 km au sud de Wani, Herman Fritz enquête, lui, dans la ville de Palu. Dans cette ville de 350 000 habitants, construite face à la baie, des milliers de personnes ont perdu la vie. Épaulé par deux scientifiques indonésiens, Herman Fritz se rend au parking d'un centre commercial dominant toute la baie. Il cherche à comprendre la dynamique de la vague et s'appuie sur un autre genre de témoignage, les vidéos de téléphones portables. C'est l'endroit exact que nous avons vu sur la vidéo. D'accord. Ici, nous pouvons voir le panneau d'affichage. Ouais. La vague du tsunami arrive, les gens s'enfuient. Oui, les gens s'enfuient. Voici la deuxième vague. Ok, c'est la plus haute. Maintenant, on peut voir que l'eau est presque au sommet du panneau d'affichage. La hauteur de la vague a atteint ici plus de 4 mètres.
Pour remonter à la source du tsunami, Hermann Fritz veut d'abord établir une modélisation de la vague dévastatrice, déterminer sa hauteur en différents points de la ville et mesurer jusqu'où elle s'est répandue dans les terres. Nous allons faire plusieurs relevés détaillés pour obtenir un scan 3D complet. Le but est d'avoir modélisé tout le site et de voir la vague le traverser, de mesurer sa hauteur à chaque instant, ainsi que la vitesse à laquelle elle s'est propagée à travers les maisons et les rues. Hermann Fritz suit la vague à la trace. Après avoir submergé le parking, l'eau a pénétré profondément dans la ville. Dans cette mosquée, pourtant située à 100 mètres du rivage, plusieurs indices témoignent de sa puissance. Nous avons cette grille et tous ces débris accrochés à l'intérieur. Donc nous savons que le tsunami est monté jusqu'à cette hauteur. Et puis ici, nous voyons la trace la plus haute du tsunami, qui est là également. Nous pouvons la voir aussi sur la fenêtre. Si nous regardons le ciel, nous voyons la trace de la boue ici et là. Puis, en regardant par là, nous pouvons voir cette même trace jusqu'ici. Le tsunami est arrivé à la hauteur de ma tête, à travers la mosquée. C'est une hauteur dangereuse, car lorsque l'eau atteint ce niveau, vous ne pouvez plus rester debout. Vous êtes jeté au sol et il est très difficile de survivre. Après 3 jours de relevés sur le terrain, les 2 chercheurs américains et leurs collègues indonésiens peuvent enfin établir une toute première simulation du tsunami qui a submergé la baie de Palu. D'après leurs observations, la vague la plus puissante s'est répandue sur plus de 300 mètres à l'intérieur des terres. Mais pour Kostas Sinolakis et Hermann Fritz, l'enquête ne fait que commencer. Il leur faut maintenant identifier l'événement qui a déclenché cette vague meurtrière et déterminer comment elle a pu déferler dans la baie de Palu. Tsu, le port. Nami, les vagues. Les vagues qui détruisent le port. Ce mot, aujourd'hui universel, date du XVIIe siècle. Il vient de l'autre endroit de la planète fréquemment touché par les tsunamis, le Japon. Il a été inventé par les pêcheurs qui, revenant au port par une journée sans tempête, découvraient avec effroi leurs terres entièrement dévastées par les flots. Le dernier tsunami en date au Japon, en 2011, provoque l'accident nucléaire de Fukushima. Après un tremblement de terre de magnitude 9.1, la vague dévastatrice tue plus de 18 000 personnes. Un tsunami n'a aucune cause météorologique. La première cause de tsunami, ce sont les tremblements de terre et les tremblements de terre en mer. Les tsunamis sont dans leur grande majorité causés par des séismes sous-marins, eux-mêmes générés par l'activité tectonique de la planète. La surface de la croûte terrestre est morcelée en plusieurs grandes plaques, que les mouvements du magma déplacent les unes contre les autres de quelques millimètres à quelques centimètres par an. Les plaques océaniques glissent sous les plaques continentales, constituant les zones de subduction. Les frottements entre les plaques peuvent provoquer la déformation de la plaque continentale. Une gigantesque énergie s'y accumule, jusqu'à ce que la tension lâche, générant un énorme séisme sous-marin. Le tremblement de terre déplace d'un coup la totalité de l'eau. Donc si on est à 4 km de profondeur, on a 4000 mètres d'eau de hauteur qui se déplace d'un coup. À la vitesse d'un avion de ligne, très vite, en s'approchant des côtes, la vitesse se réduit. En se réduisant, la vague grossit et on se retrouve aux côtes avec des vagues de 20 à 30 mètres, comme on a pu le voir en 2011. Vous ne pouvez pas séparer la science des séismes de la science des tsunamis. La durée d'un tremblement de terre donne une très bonne idée de sa puissance et de sa taille.
C'est comme une fermeture éclair. Un petit tremblement de terre, c'est une petite rupture de faille. Donc la durée est courte. Si c'est un gros tremblement de terre, comme celui de Sumatra de magnitude 9, ou celui du Japon en 2011, vous avez une très longue fermeture éclair, ce qui signifie que les secousses dureront plusieurs minutes. Jesus Christ, look at that. Fucking hell. That wave is a good 15-20 feet tall. Easy. Plus un séisme sous-marin est long et intense, plus le tsunami qu'il génère est puissant. C'est ce qu'il s'est passé lors du terrible séisme du 26 décembre 2004. Dans l'océan Indien, une faille située en mer à 100 km des côtes de la ville de Banda Aceh, sur l'île de Sumatra en Indonésie, casse sur 1200 km. Le séisme d'une magnitude exceptionnelle de 9.1 dure plus de 5 minutes. 15 minutes plus tard, des vagues dont la plus haute mesure 35 mètres s'abattent sur les côtes. Puis continuent leur course à travers tout l'océan Indien, faisant au total 230 000 victimes. Un immense désastre humain filmé pour la première fois en direct par des centaines de caméras vidéo. Pour le monde entier, cette catastrophe est la révélation de la puissance dévastatrice des tsunamis. Avant elle, on ne savait quasiment rien de ces vagues meurtrières. Pour la communauté scientifique, c'est un électrochoc. Il va donner l'essor à la science des tsunamis, qui jusque-là était balbutiante. De nombreuses études internationales sont lancées pour comprendre le phénomène. Les recherches du géologue indonésien Nazli Ismail vont aboutir à une révélation capitale. Ici, le tsunami a atteint 30 mètres de haut, jusqu'au sommet de la colline, là-bas. Les gens se sont précipités vers les montagnes, mais très peu ont survécu. Nazli Ismail a arpenté la côte pour étudier les stigmates laissés par le tsunami. C'est à 30 km au sud de Banda Aceh qu'il a fait une découverte exceptionnelle. Après le tsunami de 2004, cette grotte était pleine de débris, de morceaux de bois. Cette grotte a une architecture très particulière. Elle a la forme d'un L. Et son entrée est parallèle à la côte. Ainsi, chaque fois que l'eau d'un tsunami vient submerger cette grotte, elle est retenue à l'intérieur. Nazli Ismail a alors eu une intuition. Si cette grotte a piégé la matière charriée par le tsunami de 2004, elle pourrait aussi garder la mémoire d'autres cataclysmes passés. En creusant, le chercheur découvre une particularité provenant des chauves-souris qui colonisent cette grotte depuis des millénaires. Chaque tsunami est recouvert par une couche de guano. Les couches de guano, ce sont les éléments noirs, ici. Au fil des années, les couches de guano ou excréments de chauve-souris se déposent entre chaque tsunami et finissent par se fossiliser. Elles marquent une frontière nette qui permet de délimiter chaque événement. Une couche de tsunami, puis une couche de guano. Une couche de tsunami et encore du guano, puis un tsunami, puis encore du guano, tsunami, puis guano, et le tsunami de 2004. Au total, 12 dépôts de tsunami constituent cette superposition de sédiments.
Avec l'aide de chercheurs de l'Earth Observatory de Singapour, Nazli Ismaël a pu dater au carbone 14 ces 12 dépôts et raconter l'histoire des tsunamis de cette région sur plus de 10 000 ans. Le dépôt supérieur correspond au tsunami de 2004. L'événement suivant date d'il y a environ 2900 ans. Puis, 4 tsunamis se sont produits à 25 ans d'intervalle, il y a environ 3300 ans. Le plus ancien date d'environ 7500 ans. Grâce aux données obtenues ici, nous avons découvert que les tsunamis se répètent, mais de façon irrégulière. C'est un enseignement aussi bien pour le gouvernement que pour la population. Nous devons être vigilants, être constamment prêts, parce que cette catastrophe peut se produire à tout moment. Cette découverte exceptionnelle change la donne. La récurrence des tsunamis est désormais un fait indéniable. Là où un tsunami a déjà frappé, un autre peut à nouveau se produire. Pour les scientifiques, il faut maintenant chercher où, par le passé, des tsunamis ont déferlé. Depuis 2008, l'UNESCO tient à jour une carte mondiale des tsunamis alimentée par les découvertes des scientifiques. Durant les 3 derniers millénaires, 1200 tsunamis confirmés se sont produits, des moins destructeurs, en blanc, aux plus meurtriers, en rouge. Soit autant de risques de tsunamis potentiels à venir. « 70% d'entre eux se trouvent le long de la ceinture de feu du Pacifique où se concentrent de nombreuses zones de subduction. Mais des tsunamis ont eu lieu ailleurs sur la planète, dont une région que l'on pensait épargnée par ce genre de catastrophe, la Méditerranée. Tandis que des milliers de touristes profitent en toute insouciance des plaisirs de la plage, à quelques encablures des côtes de Nice, à bord du navire Le Pourquoi Pas, une équipe de scientifiques du laboratoire GéoAzur lance une expédition pour retrouver la cause d'une catastrophe oubliée. En fouillant dans les archives régionales, les chercheurs ont mis au jour que le 23 février 1887, un fort séisme suivi d'un tsunami de 2 mètres de hauteur se sont produits le long des côtes françaises et italiennes. Plus de 600 victimes et des dizaines de milliers de sans-abri furent dénombrés sur toute la côte, de Gênes jusqu'à Nice. Alors que 2 millions de personnes habitent aujourd'hui le long de la Riviera, une telle catastrophe menacerait-elle de se répéter? Face à cette préoccupation, l'équipe scientifique de GéoAzur cherche la faille à la source du séisme de 1887 pour observer son état. 2 scientifiques italiens, Taramelli et Mercalli, ont consigné à l'époque de façon très précise l'ensemble des destructions qui ont été occasionnées sur la côte. Et on a 2700 points d'observation entre la France et l'Italie. Grâce à ces photographies prises au moment de la catastrophe, il y a plus d'un siècle, Christophe Larocque et l'équipe de GéoAzur ont pu reconstituer une cartographie des zones d'intensité du séisme pour retrouver sa source. Plus les dommages sont importants, plus on s'en approche. C'est ainsi qu'il localise son épicentre au large d'Imperia. C'est vers ce point que le bateau de GéoAzur met le cap. Mais identifier la faille responsable du tsunami reste une tâche délicate, car cette zone sismique est l'une des plus complexes au monde. La plaque Afrique, au sud, remonte vers la plaque Eurasie, au nord, et compresse la Corse et la Sardaigne contre les côtes françaises et italiennes, ce qui génère de nombreuses failles sismiques au large de la Riviera. Comment identifier celle responsable du tsunami de 1887 ?
On utilise un matériel perfectionné d'investigation sismique qui est constitué essentiellement par des canons qui sont une source d'ondes qui va permettre d'obtenir une échographie de l'intérieur de la Terre jusqu'à 15 km de profondeur. Ces ondes vont être enregistrées par les capteurs qu'on a dans la flûte, une flûte de 6 km de long qui est traînée derrière le bateau. Après 5 jours passés en mer, l'échographie permet de révéler non pas une, mais 3 failles, situées à 15 km sous le sol marin. Leur localisation, à 30 km des côtes, correspond à l'épicentre du séisme de 1887. Pour l'équipe de GeoAzur, la morphologie des failles laisse penser qu'elles sont encore actives et leur permet de modéliser 2 scénarios de tsunami possibles. Le premier scénario, c'est un séisme qui serait équivalent à celui de 1887, de magnitude 6,7, qui ferait casser une longueur de faille d'une trentaine de kilomètres, avec une hauteur de vague de 2 mètres. Le deuxième scénario extrême, c'est d'envisager une rupture sur quasiment la totalité de la longueur de la faille, c'est-à-dire 60 à 80 km, qui produirait alors un séisme d'une magnitude de l'ordre de 7 et des hauteurs de vagues qui pourraient atteindre entre 3 et 4 mètres. Cette mission confirme que la Méditerranée, première destination touristique au monde, est un site particulièrement exposé. Si les scientifiques ne peuvent prédire quand de tels scénarios pourraient se produire, depuis 2012, la région est surveillée 24 heures sur 24 par le CENALT, un centre d'alerte au tsunami. Des plans d'évacuation ont été étudiés, notamment pour la plage de Nice, mais une réalité demeure. Avec la rupture d'une faille située à 30 km des côtes, le temps d'évacuation serait limité à moins de 20 minutes avant que ne déferle la vague. Même un petit tsunami peut être très dévastateur. Une vague qui déferle avec une vitesse de l'ordre de 30 à 40 km/h va créer des courants extrêmement importants dans lesquels les gens ne peuvent pas nager. Les plages méditerranéennes, comme celles de l'océan Indien, sont à haut risque. Durant l'été, des dizaines de milliers de personnes s'amassent sur la moindre côte. Un tsunami pourrait les atteindre en juste quelques minutes. Partout sur la planète, les côtes sont prisées par les habitants et les touristes, ce qui rend les systèmes d'alerte au tsunami d'autant plus nécessaires. À Palu, Kostas Sinolakis et Herman Fritz poursuivent leur enquête. Ici, depuis la tragédie de 2004, un système d'alerte au tsunami a été mis en place. Alors pourquoi, 15 ans plus tard, tant de victimes sont à déplorer? À cet endroit, il y avait beaucoup de vendeurs de nourriture. Il y avait beaucoup de monde. Il y a eu un grondement, grrr, comme ça. Les gens criaient de toutes parts « L'eau monte, l'eau monte !» D'après ce témoin, la foule qui s'amassait dans les rues bordant la plage a été surprise par la vague. Aucune alerte n'est donc parvenue jusqu'ici. C'est au centre de surveillance des tsunamis, situé dans la capitale indonésienne Jakarta, que l'enquête se poursuit. Cette tour de contrôle surveille en temps réel l'activité sismique de toute l'Indonésie, dont la baie de Palu. En cas de séisme en mer, grâce aux recherches menées dans le monde entier, des algorithmes simulent la formation des tsunamis et permettent d'alerter les populations avant que les premières vagues ne déferlent. Depuis sa mise en place en 2008, 22 alertes ont été lancées et ont sauvé un nombre incalculable de vies. Alors pourquoi, le 28 septembre 2018, aucune alerte n'a été reçue lors du tsunami de Palu? Ce soir-là, la sismologue Kian Purnasinghe était de faction. Au moment du séisme de Palu, la magnitude était de 7, pendant 2 minutes. Puis, juste après, la magnitude est montée à 7,7. À ce moment-là, j'ai couru vers la table TOAS. C'est la table de simulation des tsunamis.
En début de soirée, un tremblement de terre à 80 km au nord de la baie est bien détecté par Jakarta. L'épicentre se trouve ici. Palu se trouve là. Selon les modélisations, ce séisme ne présentait qu'un risque modéré de tsunami. Néanmoins, une alerte a bien été déclenchée dans les temps réglementaires, soit 5 minutes après le séisme. Alors, que s'est-il passé ? La réponse, Kostas Sinolakis va la découvrir grâce à 2 caméras de vidéosurveillance d'une maison. Ce vendredi 28 septembre, à 18h02, le séisme frappe la baie de Palu. Il dure un peu plus d'1 minute. Comment avez-vous ressenti le séisme? C'était incroyable. Vous ne pouviez pas vous tenir debout? Impossible. J'étais là-bas, sous la caméra 2. J'étais accroché au portail. Après, ça s'est calmé, je suis sorti. Est-ce que ça lui a traversé l'esprit qu'après le séisme, comme il est si près de l'eau, un tsunami pourrait se produire? Depuis toujours, on dit, dans une baie, il n'y a pas de tsunami. Que c'est en haute mer qu'il y en a. Et pourtant, c'est arrivé ici. Ces images livrent aux chercheurs une information cruciale, le temps. L'horloge affichée sur les vidéos révèle qu'à peine 2 minutes se sont écoulées entre la fin du séisme et le déferlement du tsunami. Jamais une telle fulgurance n'avait été enregistrée. Le signal d'alerte, lancé par le système de contrôle de Jakarta, a donc été déclenché après l'arrivée de la vague, et alors que tous les systèmes de communication sur Palu avaient déjà été détruits. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'ici, le tremblement de terre a déclenché le tsunami très rapidement. Nous devons donc comprendre comment cela s'est produit et comment une telle vitesse est possible entre le séisme et l'arrivée du tsunami. Selon les simulations du centre de Jakarta, une vague née à proximité de l'épicentre, à 80 km de la baie, aurait dû mettre près d'1 quart d'heure pour atteindre Palu, et non pas 2 minutes. Ce tsunami défie tous les modèles connus. Comment une vague a-t-elle pu déferler avec une telle rapidité et une telle puissance au fond de la baie de Palu? Pour avancer dans leur enquête, les chercheurs décident d'aller survoler la baie. C'est très important pour nous d'avoir une vue aérienne de toute la zone. Parce que depuis un hélicoptère, on peut voir comment la vague est arrivée et aussi l'étendue de l'inondation. Un premier constat interpelle les 2 scientifiques. Des zones dévastées alternent avec des zones intactes. Mais ce n'est pas tout. Une fois qu'on sort de la baie, les traces de vagues disparaissent très vite et on voit de très belles plages indonésiennes, ce qui nous permet de limiter la zone de recherche à l'intérieur de la baie. Si la vague qui a dévasté Palu s'était formée dans l'océan, c'est toute la côte qui aurait été touchée. Pour Herman Fritz et Kostas Sinolakis, l'épicentre identifié par le centre d'alerte de Jakarta n'a pas pu générer directement la vague meurtrière. La source du tsunami doit se trouver à l'intérieur même de la baie. Herman Fritz et son collègue indonésien Gegar Parasetia retournent sur la rive ouest pour comprendre comment le tsunami a pu naître dans cet espace abrité. Gegar Parasetia a recueilli un nouveau témoignage filmé tout près de cet endroit. La péniche est toujours là-bas, à la même position. On peut donc voir le contexte des événements, quand a commencé le glissement de terrain.
Oui, un glissement de terrain côtier local, probablement déclenché par le séisme. Ça forme une petite vague semi-circulaire qu'on voit bien sur la vidéo. Je pense qu'il s'agit d'un tsunami dû à un glissement de terrain localisé. Il y a un gros volume de sédiments, donc une fois que c'est secoué, ça part vite. Pour Hermann Fritz, la faible puissance de cette vague, filmée au moment même de sa naissance, induit que c'est un phénomène très localisé qui l'a déclenché, un glissement de terrain côtier. Il ne peut pas, à lui seul, expliquer le tsunami qui a dévasté la baie. On en a la preuve ici, avec cette cicatrice colossale tout le long de la côte. La terre est partie dans l'océan, ce qui a causé le glissement de terrain côtier. Je ne crois pas que ce tsunami très localisé soit suffisamment puissant pour être la cause principale du tsunami qui a frappé Palu et Wani, de l'autre côté de la baie. C'est en arpentant toute la baie que les chercheurs découvrent alors plusieurs autres glissements de terrain similaires, autant de nouvelles sources de mini-tsunamis. Mais c'est plus loin, dans les terres, que le scénario complet du tsunami de Palu va enfin s'éclairer. Voilà, c'est assez extraordinaire. Voilà la faille. Les secousses l'ont ouverte, puis refermée, puis de nouveau ouverte. Quelques centaines de mètres plus loin, un deuxième témoin pointe l'étendue des destructions. Ça s'est effondré jusqu'au fond là-bas, voire jusqu'à la mosquée d'Ikra. Toutes les maisons se sont effondrées en même temps, du sud vers le nord, comme l'inclinaison de la maison. À travers toute la ville, une faille immense a coulissé, provoquant l'effondrement des édifices. Or, celle-ci se prolonge dans la baie, sur des dizaines de kilomètres. Les chercheurs ont enfin la réponse. Cette faille est la cause du tsunami de Palu. Après 5 jours d'enquête sur le terrain et des mois d'analyse de données, le fil des événements est enfin reconstitué. Le 28 septembre 2018, à 18h02, un séisme de magnitude 7.5 se produit à 80 km de Palu. Son épicentre, correctement identifié par le centre de contrôle de Jakarta, ne déclenche pas directement le tsunami. C'est via les terres que l'onde sismique se propage, extrêmement rapidement, à la vitesse de 900 km/h, en faisant coulisser la faille qui traverse toute la baie. Des glissements de terrain sont aussitôt provoqués le long des côtes et génèrent plusieurs mini-tsunamis. Dans la cuvette de la baie, l'énergie de tous ces mini-tsunamis se cumule jusqu'à former une vague puissante qui déferle sur la ville. L'enquête d'Hermann Fritz et Kostas Sinolakis s'achève. La compréhension du tsunami de la baie de Palu permettra d'améliorer les algorithmes des centres d'alerte. Avant, nous pensions que les tsunamis ne se produisaient que dans les zones de subduction. Nous savons maintenant, grâce à ce qui s'est passé ici, que les tsunamis peuvent se déclencher partout où il y a un tremblement de terre. Cela nous préoccupe parce que des séismes similaires pourraient avoir lieu à Seattle, mais aussi dans le sud de la Californie. Ils pourraient se produire dans les Caraïbes ainsi qu'en Méditerranée. Quel mur d'eau, quel vent, quel tonnerre, quel horrible tremblement de terre, quel bruit effrayant de la mer, et quel hurlement de tout un grand peuple. Ce texte du poète italien Pétrarque, décrivant une étrange tempête atteignant la ville de Naples, date du XIVe siècle. Il témoigne déjà de l'effroi des hommes face à la puissance destructrice de la nature. 700 ans plus tard, le texte de Pétrarque interpelle le volcanologue Mauro Rossi, qui travaille au plan d'urgence lié au volcan pour la ville de Naples. Car si les tremblements de terre et les ruptures de failles causent la grande majorité des tsunamis, les éruptions volcaniques peuvent elles aussi les déclencher. Pétrarque fut le témoin exceptionnel d'un phénomène qui frappa la ville de Naples. Il dormait non loin du port lorsqu'il entendit des bruits étranges, si puissants, qu'il pensa à un tremblement de terre. Pétrarque courut vers le port, comme la majeure partie de la population, et vit de ses propres yeux
le port entièrement dévasté. En plus des destructions, Pétrarque fait état de centaines de morts et de dizaines de navires coulés. Selon Mauro Rosi, cette étrange tempête est à l'évidence un tsunami. À cette époque, Pétrarque ne pouvait pas savoir qu'il s'agissait d'un tsunami, puisqu'on ignorait leur existence au Moyen Âge. Alors qu'on en a aujourd'hui la certitude, ce phénomène a bien été provoqué par un tsunami. Pour déterminer si une telle tragédie pourrait se répéter aujourd'hui, le volcanologue recherche la source du tsunami qui a dévasté le port de Naples en 1343. Mais aucun récit historique ne fait état d'une éruption au XIVe siècle du Vésuve, le célèbre volcan qui domine Naples. Mauro Rosi focalise alors son attention sur un autre volcan, l'un des plus actifs de la région, le Stromboli. Pourtant situé à 200 km de Naples. En 2002, une éruption avait en effet provoqué l'effondrement d'un de ses pans et engendré des vagues de 10 mètres de haut tout autour de l'île. L'onde s'était propagée à travers la mer Tyrrhénienne et, bien que très faible, avait atteint la baie de Naples. Se pourrait-il qu'une éruption beaucoup plus importante ait déclenché le tsunami décrit par Pétrarque il y a 700 ans? En surplomb du village de San Vincenzo, situé sur les flancs du Stromboli, les fouilles de l'archéologue Sarah Lévy sur les vestiges d'une petite église effondrée vont apporter un premier élément de réponse à Mauro Rosi. Nous savons qu'un événement dramatique s'est produit du fait de l'effondrement soudain de l'édifice, probablement causé par un puissant tremblement de terre, parce qu'on a retrouvé de gros blocs de pierre à l'intérieur, sur le sol de l'église. Pour dater cette activité passée du Stromboli, les archéologues se sont intéressés aux 3 squelettes retrouvés dans les vestiges de l'église. Ce squelette était dans une tombe qui manifestement a été creusée au milieu des tuiles qui sont tombées lorsque l'église s'est effondrée. Cette personne a donc été un témoin de la catastrophe. Peut-être une victime, peut-être un survivant. La datation du squelette au carbone 14 le situe au XIVe siècle. La date du séisme qui a secoué l'île du Stromboli coïncide avec celle du cataclysme de la baie de Naples décrit par Pétrarque. Mais un autre détail va révéler l'ampleur de l'événement. Lorsque l'église s'est effondrée, elle n'a pas été reconstruite, ce qui est inhabituel et indique un changement majeur dans l'occupation humaine du lieu. L'île s'est retrouvée abandonnée jusqu'au XVIIe siècle. Cet événement dramatique fut d'une violence telle que durant plus de 200 ans, le temps de 10 générations, l'île de Stromboli resta inoccupée. Suite à ces révélations, Mauro Rosi lance ses propres fouilles. Il veut trouver des indices qui permettraient de lier l'activité du volcan au tsunami décrit par Pétrarque en 1343. C'est plongé à plus de 4 mètres de profondeur que le volcanologue a fini par mettre au jour un fabuleux dépôt. Ce dépôt de tsunami est de loin le plus important que nous ayons trouvé, et nous l'avons daté à 1350. Les matériaux qui le composent en sont la preuve. Regardez leur taille. Ces galets parfaitement ronds proviennent forcément de la plage. La présence d'éléments si conséquents prouve que le tsunami était animé d'une force extraordinaire. Pour le volcanologue, les faits concordent. La vague puissante qui a projeté ces galets à 200 mètres de la plage s'est produite précisément à la même période que l'activité du volcan qui a détruit la petite église de l'île. Il y a donc bien un lien entre l'éruption du volcan et le tsunami. La Sciara del Fuoco. C'est sur cette pente impressionnante que tous les matériaux volcaniques rejetés par le Stromboli s'accumulent. Il y a 700 ans, suite à une éruption, la Sciara del Fuoco se serait délestée d'un coup de ces millions de tonnes de débris amassés, causant un tsunami qui se serait propagé jusqu'à la baie de Naples. Au vu de l'activité actuelle du Stromboli,
On présume que le niveau de remplissage de la Sciara del Fuoco serait comparable à celui de la Sciara au moment où Pétrarque décrit le tsunami. Pour Mauro Rossi, le glissement de terrain provoqué par l'éruption de 2019 ne serait qu'un signe avant-coureur d'une catastrophe beaucoup plus grave. Selon le volcanologue, la Sciara del Fuoco menacerait à tout moment de s'effondrer dans la mer. L'île de Stromboli est surveillée 24 heures sur 24 pour alerter au plus tôt les autorités ainsi que les habitants et les touristes. Mais à Naples, quelles seraient les conséquences d'un tsunami déferlant sur une ville d'1 million d'habitants? La population n'a absolument pas conscience qu'un tsunami provenant du Stromboli puisse frapper Naples. Lors des phénomènes naturels peu fréquents, les gens ont tendance à croire qu'aucun danger imminent ne menace. Des chercheurs de l'Université de Bologne ont modélisé la propagation du tsunami de 1343. Elle donne une idée de ce qui pourrait se produire aujourd'hui. Il faudrait à peine 30 minutes au tsunami pour partir du Stromboli et frapper le golfe de Naples. Ici, les conséquences seraient incroyables. Tous les bateaux dans le port, derrière moi, se trouveraient projetés sur les rues. L'eau s'engouffrerait dans le métro et noierait ses occupants. Les rues pleines de gens seraient submergées. Ce serait vraiment un scénario apocalyptique si nous n'étions pas en mesure de donner l'alerte. Séisme, glissement de failles, éruptions volcaniques. Tous les phénomènes telluriques peuvent déclencher des tsunamis. Les recherches menées ces 15 dernières années permettent de mieux comprendre ces phénomènes, mais également de perfectionner les systèmes d'alerte pour les adapter à chaque zone à risque. C'est au Japon, pays d'avant-garde dans la science des tsunamis, que la technologie est la plus avancée. Ici, les chercheurs savent exactement d'où viendra le prochain cataclysme. Ces images ne sont pas celles d'un film catastrophe destiné au cinéma, mais un spot des autorités japonaises diffusé en mars 2018 pour préparer la population à un tsunami. Selon les scientifiques, il aurait 80% de chances de se produire dans les 30 années à venir. Avec pédagogie, ce film explique les comportements à adopter. Et avec fatalisme, il annonce l'ampleur probable du désastre. 350 000 victimes et des dégâts tels qu'ils affecteraient l'économie japonaise pour 20 ans. La cause, la rupture de la faille de la Nankai, qui longe la côte ouest du pays sur 900 km. La menace de la Nankai Trough est très spécifique parce qu'elle se trouve en face de tous les centres économiques du Japon. Qu'il s'agisse de Tokyo, de Osaka ou de Nagoya, toutes ces villes sont en zone vulnérable. À ce jour, aucune technologie ne permet d'anticiper le séisme. Les Japonais ont donc mis en place un système de surveillance pour alerter dès les premières secousses. Il s'agit d'écouter la faille, savoir quand est-ce qu'elle va bouger et le plus rapidement possible pouvoir donner l'alerte. Et pour ça, on a le réseau DONET qui est juste à l'extérieur de la baie d'Osaka. Le réseau DONET est le détecteur sismique le plus sophistiqué au monde. 29 mini-observatoires sous-marins, capteurs de pression, sismomètres, accéléromètres sont installés directement sur la faille au large d'Osaka pour alerter la population dès les premières secousses. Le tsunami arriverait entre 3 et 5 minutes dans les premières villes avec des vagues de 20 à 30 mètres. Ensuite, la vague pénètre dans la baie d'Osaka, inonde certaines parties d'Osaka, certaines parties de Kobe, et notamment toutes les îles qui ont été créées artificiellement. En fonction des scénarios, on s'attend à des vagues de 3 à 5 mètres, et ça prendra entre 30 et 45 minutes.
Pour établir les plans d'évacuation les plus efficaces et tester les murs de protection, le Centre de prévention des désastres de l'Université de Kyoto simule en bassin les effets du tsunami de la faille de la Nankai. Nous sommes quasiment certains qu'il s'agira d'un séisme de magnitude d'au moins 9 et que cela provoquera un tsunami. Le professeur Hireshi a recréé l'arrivée d'une vague d'une hauteur moyenne de 20 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages, sur une ville qui fait directement face à la faille de la Nankai. Malgré les murs anti-tsunami construits pour atténuer l'énergie des flots, les constructions côtières seraient rapidement noyées sous plusieurs mètres d'eau. Ces simulations en bassin sont complétées par des modélisations virtuelles. Celle mise au point par l'équipe du professeur Hireshi permet d'anticiper la progression du tsunami dans la baie de Tokyo. Bien qu'il se trouve à 5 km en retrait de la mer, le quartier du stade olympique pourrait être atteint par une vague de 9 mètres de haut. Les simulations sont effectuées afin de déterminer les lieux dangereux. Par exemple, telle route va être touchée par une vague très rapide, donc il ne faut pas s'y réfugier. Ce bâtiment va avoir son entrée bouchée par le courant du tsunami, donc il ne faut pas y aller. Ces modélisations ont permis à l'Université de Kyoto de créer un plan d'évacuation interactif. En cas d'alerte, l'application pour téléphone portable montre la progression des vagues et désigne les zones protégées les plus proches. On a des messages qui arrivent sur nos téléphones portables, sur Internet. Quand vous regardez la télévision, vous avez ces messages qui arrivent vers vous aussi, et ils vous disent ce qu'il faut faire. Où est-ce que vous devez vous sauver pour être en sécurité? Fuir et trouver refuge est primordial, mais limiter les impacts des destructions l'est tout autant. Comme l'a démontré le tsunami de 2011, les zones portuaires sont parmi les sites les plus dangereux. Les navires peuvent devenir de véritables projectiles géants. Pour le professeur Hashimoto de l'université de Kobe, parvenir à les évacuer rapidement en cas d'alerte est une priorité. La baie d'Osaka est très animée. Par jour, à chaque instant, on a 30 à 50 bateaux qui y naviguent. Nous n'avons aucune garantie qu'en cas de tsunami, situation que beaucoup n'ont jamais vécue, chacun garde son sang-froid et que les navires évacueraient les uns après les autres dans l'ordre. C'est pourquoi nous sommes en train de développer un système d'intelligence artificielle permettant l'évacuation ou la manœuvre de bateaux de manière automatique. Malgré ces avancées technologiques, le Japon ressemble à un pays en sursis. À l'instar d'Osaka, mégapole de 8 millions d'habitants et deuxième pôle économique du pays. Une ville bâtie au fil du temps sur des remblais, sous le niveau de la mer, encerclée par des centaines de kilomètres de murs protecteurs. Ce qui s'est passé en 2011, c'est que le tremblement de terre avait fragilisé déjà toutes les structures. Une partie des murs était tombée avec le tremblement de terre. Donc quand le tsunami est arrivé, ce que l'on pensait être efficace ne l'était déjà plus. À ce jour, même les technologies les plus sophistiquées ne peuvent anticiper les séismes. Dans ces îles artificielles construites sur la mer, des habitations, des centres commerciaux et de multiples industries pétrochimiques se sont installées. Face à la catastrophe annoncée, c'est finalement l'éducation et les bons réflexes de la population qui permettront de sauver de nombreuses vies. Nous croyons dompter la nature, c'est elle qui nous domine. À travers le monde, la science des tsunamis avance à grands pas. Mais chaque nouveau cataclysme met à rude épreuve les progrès mis en place pour mieux nous protéger. If we build
Si on construit des centrales électriques, des hôpitaux, des bâtiments publics, des habitations dans des zones à haut risque, on ajoute des couches et des couches de vulnérabilité. Et avec le temps, nous constatons qu'à travers le monde, notre vulnérabilité aux catastrophes augmente au lieu de diminuer. Les côtes attirent les hommes, mais leur urbanisation galopante nous expose de plus en plus au drame. Si des technologies toujours plus sophistiquées permettront de nous alerter au plus tôt, apprendre à lire la nature avec bon sens restera plus que jamais vital. Nous disons ça partout. Si vous êtes près de la côte et que vous sentez le moindre tremblement de terre de plus de 15 secondes, fuyez loin de la plage.